En sciences. Merci de vous être venu ici pour entendre au départ un des mots qui est une conférence que nous avons reçu lundi après-midi. Je vais sûrement avoir la parole avec la directrice en économie en Chine par le Québec. Vous allez vous laisser les yeux comme le voit qu'il y a un champ de général. Ce qui est honnêtement un peu inapproprié pour dire la vérité parce qu'on sait généralement sur son cours et contre il y a vraiment des chances de on a fait des contacts avec l'UEDF, avec la Fédération canadienne indépendante. Jean Charest, Jean Emmanuel, les jeunes du un réseau de liberté. Et il y aura deux personnes qui vont se faire là. Dans une comme ça, on se va modifier les contenus. Par contre, on a quand même considéré deux contenus d'événements. La fois que je vais après de l'Institut d'Iris, qui va présenter le côté contre la hausse. Par contre, on a demandé des questions exactement du cours. Dans la salle, ce sont des gens qui sont en faveur des causes, qui voulaient parler, poser des questions, débattre. C'est vraiment un contrôle de section actuelle. Par contre, pour nous, pour le campus et pour la salle, c'est important qu'il y ait les deux côtés représentés. On discute vraiment pour présenter le côté pour. Par contre, sur le site internet de la JAS, on a mis des documents en faveur de la hausse en faveur de la hausse des scolarités. Je vous ai envoyé un courriel précédemment. À l'intérieur, on a prévu que l'an passé, l'ICI de cette chose. C'est important qu'on se positionne sur ces enjeux-là. C'est important également parce que ça a un impact plus grand. Également, dans la gouvernance des universités, c'est des mots que les étudiants payent, mais également la logique derrière tout ça. L'éducation, c'est un droit ou c'est une marchandise qu'on peut pointer. Donc, j'espère que vous allez en profiter aujourd'hui pour les étudiants en sciences de la GES demain devant l'Assemblée générale. On va devoir se positionner, prendre une position et on organise ce qu'on intitule des bonnes conférences pour informer les gens et aussi poser les questions avec un externe et les critiques. Donc, ça, c'est fait. Je vais laisser la parole maintenant à Kevin Duramzus, parce que c'est un événement qui est organisé par la FIRST, la Ramzus et la GES conjointement. Ça s'inscrit dans un cycle de conférences qui également a été dans le traité, également, comment est-ce que l'université devrait être gouvernée, quel est le style qu'on est là à aborder. Donc, j'espère qu'aujourd'hui, on pourra répondre à ces questions-là et surtout répondre à nous. Kevin, je laisse la parole. Merci Cédric. Comme ça que l'a dit, on a décidé de participer. On a décidé de participer à l'événement parce que ça rentrait dans la thématique du cycle de conférences, de multiconférences qu'on organise. Donc, le thème du cycle de conférences, pour ceux qui ont vu sur les petits cartons, c'est la gouvernance, les enjeux de la gouvernance à l'université, de la gouvernance universitaire. Nous, on considère que, oui, la hausse des frais de scolarité, c'est important de prendre position, mais prendre position sur la hausse des frais de scolarité, ça implique de comprendre dans quel contexte est-ce que la hausse des frais de scolarité s'implique. Et il y a d'autres enjeux aussi, notamment la grève. Hier, on a eu une petite conférence avec M. Phil Makela et M. Pierre Binet qui exposaient le contexte dans lequel la grève s'insère. Donc, c'est pas une grève qui arrive comme ça spontanément. Il y a un contexte présentement au Québec et partout dans le monde. McGill aussi est en grève et c'est un peu ça que les deux conférenciers d'hier ont exposé. Quels sont les choix politiques qui sont faits présentement au Québec et qui emmènent des situations comme le conflit qu'on a à l'Université de Sherbrooke. Et aussi, l'idée d'hier de la conférence, c'est de ne pas mettre un acteur dans le coin et dire c'est la faute d'un ou l'autre, mais prendre en considération le contexte dans lequel on s'insère. C'est pour ça que la thématique de la gouvernance est abordée. Demain, il va y avoir aussi une autre mini-conférence sur le code d'éthique du conseil d'administration de l'université. En juin dernier, les étudiants qui siègent au conseil d'éthique, le conseil d'administration de l'université, sont vus refuser le droit, ils ont l'obligation de retrait sur les votes lorsqu'il y a des décisions qui concernent
l'inscription, les frais d'inscription, les frais afférents et les frais de scolarité. Donc, lorsqu'il va y avoir des votes au CA sur ces trois sujets-là, les étudiants vont devoir se retirer. Ça a été adopté et le REMDUS comme la FEUS, on s'est positionné contre l'adoption de ces mesures-là. Donc, demain, vous pouvez venir, ça va être à l'Atrium aussi, il va y avoir une conférence pour exposer davantage les points sur cette problématique-là. Sinon, le 8, mardi prochain, il va y avoir une table ronde sur la gouvernance et les innovations sociales. Donc, on débat beaucoup en proposition, mais il faut aussi prendre action et être le changement qu'on veut voir dans le monde. Donc, le 8 novembre prochain, on fait une table ronde sur les innovations sociales et qu'est-ce qui peut être mis en pratique sur le campus. Donc, je vous invite à y participer et à consulter le site du REMDUS, le site de la FEUS pour avoir plus d'informations sur les conférences. D'ailleurs, la conférence aujourd'hui est filmée, vous pourrez aller la voir sur probablement le site web de la FEUS, du REMDUS et de l'AGS. Merci beaucoup. Merci, Kevin. Donc, je vais vous présenter une conférencier d'aujourd'hui à ma droite, Éric Martin, de l'IRIS. L'IRIS, en gros, qu'est-ce que c'est? C'est un institut de recherche qui est sans but lucratif, indépendant et progressiste, qui a été fondé en 2000. Dans leur mission, en fait, c'est de faire des conférences, de parler aux gens et vraiment de distribuer le fruit de leur recherche. Leur recherche s'inscrit dans plusieurs axes. Un, c'est exemple des partenariats public-privé, la fiscalité, l'éducation, sa présence aujourd'hui, la santé, l'environnement, donc tous des thèmes qui sont chers aux Québécois et qui suscitent beaucoup de débats de temps à autre. L'idée, c'est entre la promotion de l'équilibre entre l'intérêt collectif et la liberté individuelle. La liberté individuelle, c'est de pouvoir parler ensemble et de discuter ce qu'on fait aujourd'hui présentement. Concernant M. Martin, étudie la pensée politique au doctorat à l'Université d'Ottawa. Il a posé sa thèse bientôt sur la théorie critique des institutions. Je crois qu'il est bien placé pour pouvoir nous en parler aujourd'hui. Il est politologue et journaliste de formation. Et ses champs d'intérêt vont tant de la pensée dialectique, la théorie critique de la postmodernité et la question de l'idéologie néolibérale et également l'étude des transformations qui affectent les universités dans le capitalisme avancé. Elle a été juriste depuis 2005. La semaine passée, il a sorti un livre qui s'intitule Université Inc. avec l'auteur Maxime Ouellet, qui a été lancé à Montréal. Et donc, on va commencer sans plus tarder. Juste deux petits points que je voudrais vous rappeler, c'est un débat et un échange d'idées. C'est clair que le respect des individus, des idées primordiales au cours de cette conférence. Les questions seront abordées à la fin de celle-ci, mais bien entendu dans le respect des gens, des individus, c'est très très important, c'est une valeur fondamentale. Dernier point concernant la hausse de scolarité, ça a été annoncé l'an passé dans le gouvernement de M. Charest. Par contre, ça n'a pas été encore entériné. Ça sera entériné et confirmé seulement au prochain budget. Donc c'est un point à l'esprit qui a encore une marge de manœuvre par rapport à celle-ci et qu'on va avoir un impact sur ces hausses. C'est pas coupé dans le béton, il y a toujours un impact de choses si on le décide et si on le veut. Donc, M. Martin, à vous la parole. Merci. Merci de votre invitation, merci de votre présence. C'est des questions évidemment qui nous concernent en échec et qui sont assez importantes. Cette hausse-là, elle est effectivement très importante. Elle s'inscrit également dans un contexte de transformation plus globale du système d'éducation au Québec. On voit toutes sortes d'autres transformations qui apparaissent, par exemple, les projets de loi sur la gouvernance qui sont actuellement au feuilleton pour changer la composition des conseils d'administration et mettre 2 tiers de membres externes, souvent des gens d'affaires sur des conseils d'administration. Donc, il y a une sorte de débat là, qui apparaissent sur la nature et la fonction des institutions d'enseignement, et donc la hausse des frais s'inscrit dans ça. Ce n'est pas propre au Québec non plus, c'est des choses qu'on voit arriver un peu partout. En Europe, par exemple, avec le processus de Bologne, en Angleterre, qui est une des inspirations pour nos gouvernements. Les frais de scolarité vont monter l'an prochain à 15 000 $ par année en Angleterre. Ils sont à peu près quadruplés dans l'espace de 10 ans. Donc, vous voyez un peu la tendance dans laquelle on cherche à nous inscrire au Québec. Elle n'est pas propre au Québec, mais c'est un truc global. Donc, je vais essayer de vous expliquer un peu qu'est-ce qui se produit, qu'est-ce qu'on a annoncé. Normalement, je vais dire à mon collègue, dans le dernier budget, en fait, les hausses, elles sont annoncées dans le dernier budget du Québec.
Et donc, je vais vous expliquer un peu comment c'est ventilé, comment ça fonctionne. Et par la suite, on va regarder quels sont les arguments qui sont mis de l'avant par le gouvernement, aussi par les gens, par exemple, du Conseil du patronat qui devait être là aujourd'hui. On va regarder quels sont leurs arguments. Et moi, je vais essayer de vous montrer comment ces arguments ne fonctionnent pas. Ensuite, donc, vous pouvez faire votre propre jugement avec ça. Sans plus tarder, avec le budget du Québec 2011. Vous voyez que le gouvernement prévoit de mettre 850 millions à la disposition des universités. On va aller en chercher 265 millions dans les poches des étudiants et étudiantes sous la forme de l'augmentation des droits de scolarité. Le gouvernement va prendre 430 millions dans les fonds communs qui sont liés à l'entrée des impôts. Il va également augmenter les dons des entreprises et des particuliers. Il prévoit aller chercher 54 millions de dollars avec ça. Et il y a 101 millions qui vont venir de la recherche et des activités auxiliaires. Activités auxiliaires, du cafétéria, machin. Et puis, les recherches, ben, c'est l'idée, hein, on l'a entendu récemment dans un rendez-vous du savoir qu'il y a eu à Montréal. Le recteur de l'Université de Montréal, Guy Breton, a dit que les cerveaux doivent correspondre aux entreprises. Et on doit augmenter la collaboration entre les universités et les entreprises. Donc, c'est ce genre de partenariat de recherche. Alors, il ne s'agit pas de recherche fondamentale ou désintéressée, mais de recherche à visée commerciale pour soutenir le développement des entreprises. Donc, le gouvernement prévoit qu'il va apporter 101 millions pour un total de 850. Regardons ce qu'il va faire avec cet argent. La moitié de l'argent, à peu près, est prévue pour aller en amélioration des services aux étudiants et étudiantes et des conditions d'enseignement. Ensuite, il y a un 15 à 25 %, c'est dans le budget, c'est comme ça. Je ne sais pas si c'est 15 ou c'est 25. Donc, ça va peut-être être choisi plus tard, mais non. À peu près le quart qui va aller en recherche. J'ai écrit de préférence pour le secteur privé, parce qu'il faut bien distinguer, encore une fois, c'est pas de la recherche. Les universités font de la recherche depuis 800 ans. La recherche, ça fait partie de la profession universitaire. Le seul problème, c'est qu'il y a un nouveau type de recherche qui apparaît, qui est une recherche de type, disons, PPP, donc partenariat avec les compagnies. Donc, c'est plutôt de ce type-là dont on parle, le contrôle de sous-traitance de recherche. Le troisième, c'est tiré du budget, hein, c'est le positionnement concurrentiel des établissements universitaires sur les scènes canadiennes et internationales, 10 à 20 % de l'argent. Ça veut dire quoi? C'est du langage, c'est la langue de bois pour dire de la publicité, en fait. C'est pour payer de la publicité, positionnement concurrentiel, parce que les universités, vous savez, de plus en plus, elles sont placées dans des situations de concurrence entre elles. Ça donne des situations étranges, comme par exemple, mon université, l'Université d'Ottawa, qui fait de la pub au métro Berry pour attirer les jeunes, l'Université Sherbrooke, qui a le campus à Longueuil, l'UQAR à Rimouski, l'UQO à Saint-Jérôme. Vous voyez un peu la tendance, les universités, c'est de chercher la clientèle des autres en levant des campus les unes aux portes des autres. Donc, c'est parce qu'elles ont été placées en concurrence, notamment pour le financement. Si le financement vient par tête de pied, on est encouragé à aller chercher plus de clientèle. Et ça donne même des situations où les universités du réseau public vont se concurrencer entre elles. Par exemple, l'UQTR, il y a quelques années, faisait de la pub pour dire aux gens, allez pas à l'UQAR, venez à l'UQTR, il y a plus de place dans les classes, ce genre de choses. Donc, les deux universités du même réseau public qui se concurrencent. Alors, bref, lorsqu'elles entrent dans une situation de concurrence, ce qui est à peu près nouveau, parce que historiquement, on ne pensait pas vraiment que les écoles devaient être placées dans une logique de commerce ou de concurrence comme celle-là. Alors, quand cet imaginaire nouveau entre dans le domaine universitaire, ce que ça crée, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui va être dédié à des agences de marketing, finalement, parce que ce qu'il va falloir faire, c'est développer des tactiques pour attirer des étudiants locaux, et étrangers aussi, qui rapportent beaucoup plus cher. Et donc, c'est un cinquième, en fait, disons, 10 à 20 % de l'argent qui va aller pour ce genre de choses. Donc, ça ne change pas vraiment pour les services aux étudiants, c'est pas tellement en cause. Là. Et la dernière chose, c'est les dépenses de gestion et gouvernance, donc au niveau des dépenses de direction. Alors, 5 à 15 % de l'argent. Pas seulement la moitié qui s'en va, disons, concrètement, là, pour aider l'enseignement. Et le reste là, va à diverses fonctions qui tiennent plutôt là, de la commercialisation de l'institution, ou de sa promotion publicitaire, ou de la commercialisation de la recherche, ou de l'augmentation des dépenses de gestion. On voit bien ça. Le gouvernement a aussi créé, ça ne change pas, le gouvernement a aussi créé un budget du Québec, un fonds pour l'excellence universitaire. On ne voit pas ici, évidemment, l'instant. Je pense qu'on n'a pas le bon PowerPoint. La présentation, on a changé récemment. Je vous ai vérifié avant, je l'ai. Alors voilà, excusez-moi. On a changé récemment pour ajouter plus d'informations.
ils ont créé un fonds pour l'excellence et la performance universitaire. Ça sonne très bien. Et donc, vous voyez, il y a 60 millions qui vont aller pour résorber le déficit des universités, parce que beaucoup d'universités ont des déficits. 40 millions pour encourager les dons. De tantôt, on pensait aller chercher 54 millions en dons. Bon, on va mettre 40 millions pour inciter les entreprises à faire des dons. Généralement sous la forme de si une compagnie met $1, le gouvernement va mettre $1. Quelque chose comme ça. Et 60 millions pour financer la recherche. On voit le grand absent ici, encore une fois, d'enseignement, qui est absent de ce fonds. C'est un fonds capitalisé, donc un fonds capitalisé en bourse. Alors, je vais maintenant vous présenter les 8 arguments que j'appelle des arguments trompeurs sur la hausse des frais, ceux qui vont le plus souvent revenir dans les discours, soit du gouvernement, des élites d'affaires, et même dans certains journaux, si vous ouvrez n'importe quel journal, c'est vrai les arguments qu'on a constamment. Donc, le premier, les universités sont sous-financées, comme vous l'avez entendu, la société. Le deuxième, le sous-financement universitaire va menacer la qualité de vos diplômes et la valeur de vos diplômes. Il faut être pour la hausse des frais, sinon on n'aura pas de bons diplômes. Le troisième, ça va renflouer les coffres des universités. Le quatrième, ça va nous permettre d'engager les meilleurs profs, d'acheter de nouveaux équipements. Le cinquième, l'aide financière va compenser la hausse des frais. 6, il est grand temps que les étudiants et étudiantes fassent leur juste part. 7, ne vous inquiétez pas, ça n'aura pas d'effet sur la fréquentation, c'est-à-dire le nombre de gens qu'il y a à l'université. Et 8, le gel des frais de scolarité et la gratuité scolaire sont des mesures irréalistes, injustes, irréalisables, ce genre de variantes. Je vais commencer par le premier. Alors, moi, je prétends plutôt que les universités ne sont pas du tout sous-financées. Ça choque généralement les gens quand on dit ça. Il faut se rappeler de comment c'est arrivé toute cette histoire. Je vais commencer en 2003, à ma connaissance, quand la CREFUC, la conférence des recteurs, a fait une étude sur le manque à gagner dans les universités pour le chiffrer à 325 millions. Et à l'époque, on était tous un peu acritiques face à ce discours, donc tout le monde a un peu repris ce chiffre, les syndicats, les groupes étudiants. Moi aussi, je me suis laissé prendre au jeu, donc on disait tous qu'il manquait 325 millions dans l'université. L'année dernière, la CREFUC a fait une autre étude, il manquait maintenant 620 millions. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui a changé, où c'est venu, il y a un collègue qui m'a mis la puce à l'oreille, il va voir la méthode de calcul. Alors, comment il calcule ça? C'est pas du tout sur à quoi on pourrait s'attendre. On s'attend à ce qu'ils disent, bon, il manque tant de profs à l'université de Sherbrooke, il nous manque tant de tables de chaises à l'UQTR, donc on fait l'addition, ouais, ça coûte 620 millions. Voici ce qui manque, on est donc sous-financé. C'est pas tout à fait comme ça que c'est fait. Ce qu'on compare, en fait, c'est les fonds de fonctionnement des universités du Québec avec celles de l'Ontario. On fait une soustraction assez bête et on dit, bon, mais ils ont plus d'argent là-bas. Donc, on va faire comme eux. Le problème, c'est qu'eux, ils ont eu plus d'argent que moi en montant les frais de scolarité depuis des années. J'en sais quelque chose. J'ai vu ma thèse à l'Université d'Ottawa. On paye 6 000 $ par année les étudiants là-bas. Et ça vient de monter encore de 4 cette année au Canada en Amérique. Et comme je vous disais tantôt, avec l'Angleterre, donc qui est derrière, qui sert de modèle, tout ça, c'est 15 000 par année. Et vous savez qu'aux États-Unis, bon, ça peut aller jusqu'à 30, voire 60 000 Super League, Ivy League Universities. Donc, la façon de déterminer le sous-financement, c'est au moyen d'une comparaison adaptative qui dit, ben, en fait, il y a un manque à gagner. Si on appliquait le même modèle de financement que le Canada anglais, nous aurions donc plus d'argent dans nos budgets de fonctionnement. C'est rigoureusement vrai, hein, c'est une vérité de la palisse. Si on monte les frais, il y aura plus d'argent dans l'université. Un, on n'a pas fait la démonstration qu'on avait besoin de cet argent. Deuxièmement, on ne parle jamais des conséquences que ça a eu. On les verra tantôt avec le modèle de l'Angleterre. Notamment sur l'endettement des personnes. On sait qu'au Québec, actuellement, un étudiant en moyenne, est endetté de 15 000 $. Okay. En Ontario, c'est 25 000. En Nouvelle-Écosse, c'est 30 000. Bon. Alors, vous voyez qu'il y a des conséquences. Quand on monte les frais de scolarité, ça signifie généralement une augmentation de l'endettement. Bon. Regardons un peu l'argent dont nos universités disposent déjà. Vous voyez que la dépense, pas très bien à cause de lumière, mais regardez la dépense globale. Au Québec, c'est 29 941. On dépense par tête de but par étudiant. La moyenne canadienne, c'est 28 314. Donc, on dépense déjà plus, et c'est la même chose en recherche aussi. Le Québec dépense déjà plus par tête de PIB, dépense globale, donc privé, public, étudiant combiné, que tous les autres provinces. Donc, il y en a de l'argent qui rentre dans l'université ici. Même chose en proportion du PIB. On est la part du PIB qui est consacrée aux dépenses universitaires. On en dépense plus que l'Ontario en proportion de notre produit industriel brut et plus que le Canada en moyenne. Donc, on ne peut pas dire que les universités crèvent de faim. On a l'impression qu'elles se coupent la bouche pleine en fait. Le problème vient plutôt de la répartition de cet argent. Ce n'est pas tellement une question de quantité de ressources, mais une question d'allocation des ressources et de finalité. Voici le problème. Regardez comment les fonds sont répartis dans l'université. Il y a plusieurs fonds différents. Vous savez peut-être ça déjà. Donc, il y a le gros fonds à 57% qui est le fonds de fonctionnement. Ça sert à payer les dépenses courantes de l'université.
Il y a le fonds des immobilisations. Ça, c'est des bâtiments, comme celui-ci. Les universités construisent beaucoup de nouveaux bâtiments parce que, vous savez, qu'elles sont dans la concurrence. Tantôt, donc, pour attirer des clientèles, entre autres, on construit de nouveaux pavillons sur la chose. Donc, les budgets d'immobilisation ont beaucoup augmenté dans les dernières années. L'exemple le plus, disons, caricatural de ça, évidemment, c'est pas un exemple généralisé, mais c'est le cas de l'îlot voyageur à l'UQAM. Si vous allez au centre-ville de Montréal, vous allez voir ce bâtiment, là, on va cacher les toiles bientôt pour l'allier, parce qu'on n'a pas réussi à le terminer. Bon, ça fait penser un peu à un autre bâtiment qui peut avoir des toiles à Montréal, qui a posé plusieurs problèmes. Alors, vous avez aussi également le fonds de recherche subventionné, qui est celui qui m'intéresse le plus, à 26,8 %. Ces fonds-là sont comme des... il y a également le fonds de dotation, on n'en a pas parlé, mais ça, c'est des fonds qui sont des dons que les philanthropes donnent aux universités qui sont placés en bourse. Le problème, c'est qu'avec la dernière crise économique, la plupart des fonds de dotation ont perdu beaucoup d'argent parce que tout ce qui était placé en bourse, vous le savez, ça malheureusement fait les frais de la crise. Bon, mais revenons à la recherche. En l'espace de 10 ans, les fonds de recherche ont doublé, les fonds de recherche externes. On a dépassé le cap du milliard au Québec. Au Canada, c'est 11 milliards en tout. Les entreprises canadiennes, en fait, font de moins en moins de recherche et développement, ça coûte très cher, et elles en font faire de plus en plus par les institutions publiques. Au Canada, la recherche et développement était faite à 28 % par les universités il y a 10 ans, maintenant c'est à 38 %. Donc, c'est ce modèle-là qu'on va éviter au Québec. Faire une part croissante de la recherche et développement dans la vie commerciale par des institutions d'enseignement avec des fonds de recherche qui sont souvent publics. Il y a des partenariats, le truc scandaleux classique, c'est Microsoft qui donne 300 000 $ à l'université pour développer un logiciel qui va s'approprier ensuite. Ça, bon, tout le monde connaît des histoires de ce genre-là, mais le plus souvent, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est des contrats qui sont donnés par le fédéral, mais avec des visées spécifiques. Par exemple, pour encourager la neuroscience, la biotechnologie, les télécommunications, les domaines qui sont jugés, disons, rentables dans la nouvelle économie, dans l'économie du savoir, pour aider les entreprises, le capital de risque, les investisseurs au capital de risque à investir dans des brevets qui sont développés en institutions, soit collégiales, universitaires, et par ensuite par des bureaux de transfert de technologie qui sont envoyés dans des entreprises qui sont soit des spin-offs à des entreprises dérivées, où le professeur lui-même peut être un entrepreneur et devenir finalement celui qui commercialise sa découverte, ou carrément du privé qui vient, disons, cueillir le fruit de la recherche une fois qu'elle a été développée à l'intérieur de l'université. Donc, encore une fois, je ne parle pas de recherche fondamentale ici, de recherche au sens classique, mais de nouveaux types de recherche à viser de stimulation du développement économique ou commercial. Et ces budgets donc, ont augmenté beaucoup dans les dernières années. Au Québec, le budget universitaire, c'est à peu près 2,4 milliards. Vous avez plus d'1 milliard en fonds de recherche dans l'autre colonne. Le problème, c'est que quand on calcule le sous-financement, on tient compte uniquement des fonds de fonctionnement. On ne calcule pas les autres fonds. Parce que les universités, entre autres, ne peuvent pas s'en servir pour faire ce qu'elles veulent avec, parce que c'est des fonds qu'on appelle avec restriction. Comme disent les Anglais, ça vient avec des strings attached. C'est de l'argent que je vous donne dans une enveloppe dédiée pour faire ce que je veux avec. Donc, l'université ne peut pas le dépenser. Les professeurs, par exemple. Donc, il y a de plus en plus d'argent qui rentre, mais qui est dédié à des types de recherche qui sont commandés soit par l'État ou par des entreprises, etc. Et donc, le fonds de fonctionnement, pendant ce temps-là, lui, ne reçoit pas plus d'argent. Et donc, c'est là une tentation pour des recteurs. Mais il y aurait deux tentations. La première, ce serait de demander au gouvernement d'augmenter le fonds de fonctionnement par transfert budgétaire. Mais ça, ils savent que les gouvernements sont plus enclins à faire ça parce que la plupart des gouvernements ont voulu baisser leurs impôts dans un contexte de mondialisation et de concurrence fiscale pour offrir des environnements fiscaux concurrentiels aux corporations. Donc, les gouvernements sont peu enclins à réinvestir en fonds publics. Donc, disons, l'alternative assez évidente, c'est d'utiliser dans les poches des étudiants et étudiantes et de monter les frais scolaires. Et la méthode de calcul de la CREPUC pour déterminer le fameux sous-financement de 620 millions, c'est de ne pas tenir compte de tout ce qui forme la partie, disons, droite de mon graphique. Compte seulement le fonds de fonctionnement. Ça, c'est validé par le think tank Cyrano, une lettre dans le document Urgence d'agir de la CREPUC, vous allez le lire, où Cyrano dit oui, c'est une bonne méthode de calcul que de ne pas tenir compte de la moitié de l'argent qui rentre dans l'université. Pour moi, ce n'est pas une très bonne méthode de calcul et je pense plutôt qu'on devrait considérer le volume global d'argent et s'interroger sur ce qu'on fait avec l'argent qui est déjà là, plutôt que de prétexter qu'il manque d'argent et d'aller chercher de l'argent dans les poches étudiantes. Un autre problème, c'est aussi le fait que les immobilisations, c'est-à-dire les bâtiments, avant on en payait 64% avec la subvention du MEDS, maintenant c'est seulement 45%. Pendant ce temps-là, le fonds de fonctionnement en paye 26 et en paye 45 000. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus d'argent des fonds de fonctionnement qui est siphonné pour aller payer des bâtiments. Donc, ça grève aussi les fonds de fonctionnement. Vous voyez que donc, avant de parler de sous-financement, de dire que c'est inévitable de faire la hausse des frais de scolarité, il faudrait s'interroger sur l'argent qui rentre déjà dans l'université.
et sur le fait qu'il y a une grande quantité de cet argent qui va à des finalités, disons, nouvelles, qui servent certainement les entreprises, mais à cause des ces ressources qui sont détournées ou dédiées à ça, ben, on n'a pas de ressources pour l'enseignement et on fait porter le coût aux étudiants et étudiantes alors qu'on pourrait probablement faire autrement. On peut parler de sous-financement de l'enseignement, à ce moment-là je serais d'accord, et ça vient au fait que le gouvernement aussi, tantôt, refuse de mettre plus de fonds publics pour financer des budgets de fonctionnement. Donc, dans ce sens-là, je serais d'accord. Pas au sens d'une rareté des ressources, c'est vraiment un problème ici de volonté politique. Deuxième chose, on va vous dire, bon, si vous n'acceptez pas la hausse des frais, vos diplômes n'auront plus de qualité, n'auront plus de valeur. Bon, ça, c'est un petit peu un argument rhétorique, hein, parce que c'est difficile à expliquer en chiffres. C'est que finalement, le problème est en amont. Qu'est-ce qu'on appelle valeur d'un diplôme? Et là, c'est ici que le concept joue. La querelle, c'est qu'est-ce que c'est la valeur? Valeur d'échange ou valeur d'usage? La valeur d'un diplôme, normalement, historiquement, classiquement, comment c'était déterminé? Par exemple, un diplôme d'ingénierie. Bon, on imagine que ça enseigne aux gens l'histoire un peu de l'ingénierie, des méthodes techniques, mathématiques, de construction, des équations, des ci et ça. Bon, ça c'est évident. De l'éthique peut-être, pour ne pas avoir des ingénieurs qui font présentement les grandes firmes d'ingénierie. Donc, éthique de l'ingénierie, puis peut-être même que notre ingénieur, on pourrait le former pas juste à ça. Quand il va, par exemple, écouter la télé ou participer au processus politique, il soit un peu informé aussi de culture générale. Donc, bref, les cégeps incarnaient bien cette idée de formation générale des professionnels. Et ce qui déterminait la valeur d'un diplôme, c'est les pairs, c'est-à-dire les professeurs, d'abord, le gouvernement, des processus gouvernementaux d'évaluation. Vous voyez un peu, le diplôme était déterminé par sa valeur professionnelle, scientifique, sa capacité à transmettre un bagage intellectuel, à former des gens autonomes. C'est un peu le genre de critères qu'on avait dans l'académie. Ce qui est nouveau avec le nouveau discours sur la valeur des diplômes, c'est que quand on en parle, on parle surtout de la valeur marchande ou financière, en disant que ce qui détermine la pertinence ou la valeur d'un diplôme, c'est sa capacité à avoir des retombées économiques positives sur le marché. Pour l'individu, sous la forme d'un gros salaire, d'un emploi payant. Et pour l'économie, sous la forme de croissance économique positive. Bon. Alors, qu'est-ce que ça induit? Ça induit l'idée qu'il faut rapprocher de plus en plus la formation des besoins des corporations. Comme le dit le recteur de l'Université de Montréal, il faut faire correspondre les cerveaux aux entreprises. Qu'est-ce que ça fait quand on fait ça? Généralement, on crée des diplômes qui sont, disons, just in time. C'est des diplômes qui sont taillés sur des besoins très précis de l'évolution des marchés. Les marchés sont très volatiles, évoluent rapidement. Donc, on crée des diplômes qui ont une durée de vie assez courte. Les gens doivent retourner ensuite pour se recycler. Ce qu'on appelle la formation continue ou l'éducation tout au long de la vie. On dit comme ça sonne romantique, mais dans les faits, ça veut dire qu'ils doivent retourner à l'école parce que leur diplôme devient obsolète ou jetable. On voit en Angleterre également que d'avoir préconisé des hausses de frais de scolarité et ce genre de logique, ça a amené les gens à choisir des programmes d'études souvent plus courts parce qu'il n'y avait pas d'argent pour poursuivre des études trop longues, à délaisser certains domaines jugés non rentables. À tel point qu'on a envisagé tout récemment de faire des soldes de 2 pour 1 en théologie ou 50% de rabais, comme les agents de voyage low cost. Donc, j'ai lu ça dans les irréproductibles magazines français. Donc, vous voyez un peu le genre de choses que ça conduit à faire. Puis souvent, des gens qui ont aussi négligé de poursuivre des études supérieures ou de poursuivre maîtrise, doctorat, parce que, bon, les coûts-bénéfices obligent, le calcul impose dans une rationalité qui est d'efficacité. Donc, ça introduit une sorte de rationalité dans le choix de la matière et de la durée des études, qui est celle du calcul coût-bénéfice en court terme. Et je pense que même pour les corporations, c'est pas très avantageux, parce qu'effectivement, ça commence à des employés qui ont des formations, disons, ultra spécialisées, mais qui sont peu adaptables ou peu polyvalentes. Donc, il y a ici un problème, là. En arrivant trop directement à la formation, même à l'état des marchés, on ne forme pas des gens qui ont une autonomie professionnelle, une distance, capacité de remettre en question les choses. Donc là, il y a plus de valeur en termes monétaire, mais il y a moins de valeur en termes académiques ou intellectuels. Donc, il faut voir, quand quelqu'un nous parle de la valeur des diplômes, il faut savoir ce qu'il entend exactement par là, parce que c'est là que le bas blesse. Troisième argument, si vous acceptez les hausses de frais de scolarité, vous allez renflouer les coffres des universités, ça va sauver les institutions. Le problème, c'est que c'est pas tout ça qui est arrivé historiquement. Quand on a monté les frais de scolarité, regardez, en 88, le gouvernement payait 87% des fonds. En 2009, il payait seulement 65%. Les compagnies, les dons privés, tout ça, c'est monté à 22, de 7,5 à 22.
Les revenus de provenance individuelle, ça c'est vous, c'est monté de 5,4 à 12,2, puis après la hausse, ça va monter à 16,9% du financement. C'est donc dire que de plus en plus de fonds privés, de fonds individuels qui financent l'université, en proportion, le public ne maintient pas sa participation ou se désengage. C'est une sorte de privatisation des sources de financement, une substitution des sources de financement. En fait, on change la manière dont on finance l'institution. Pour le dire à la manière du texte qui est écrit dans Le Monde, récemment, qui résume très bien l'affaire, on parle d'une éducation par répartition, qui est financée avec les impôts collectifs qui visent la redistribution de la richesse. L'éducation par répartition et l'éducation par capitalisation. C'est chaque individu qui est investi dans son capital humain, dans la théorie de Gary Becker, et donc il devient responsable de payer une grande partie de sa formation, puis les compagnies payent le reste, et l'État de moins en moins. Alors, on sait, dans les pays de l'OCDE, dans la moyenne des pays de l'OCDE, que depuis 10 ans, la part du privé a augmenté de 14 points de pourcentage dans les universités de tous les pays de l'OCDE. Le pire de ces pays, c'est le Chili, avec 90% de privé dans les universités là-bas. Ce qui fait que depuis 5 mois, il y a une grève au Chili pour revendiquer la gratuité scolaire. Parce que les gens gagnent 600 € par mois, doivent payer. En fait, ils gagnent 900 € par mois, mais ils ont des frais de 600 € pour aller à l'université. Faites le calcul, vous avez 3 enfants, c'est un peu difficile. Alors, si on monte les frais, en fait, cette situation-là ne va pas s'arranger, on ne va pas ramener des fonds publics dans l'affaire, mais au contraire, faire porter une part croissante du financement aux individus et aussi aux corporations. Et évidemment, ça donne des attentes. Quand les compagnies mettent de l'argent dans l'université, elles ont des attentes. Par exemple, à l'Université Laval, tout récemment, la Banque de Montréal a donné de l'argent pour construire un pavillon qui va former des cadres pour la Banque de Montréal. On voit de l'argent de manière désintéressée la plupart du temps, ils s'attendent à ce que ça veut dire donc plus de proximité entre les universités, les corporations, les secteurs bancaires et autres. Donc, on oublie ça. Si on monte des frais de scolarité, en fait, ça va renflouer les cas, ça va vraiment accélérer cette saignée vers une privatisation des sources de financement. Évidemment, qui dit privatisation des sources de financement dit aussi privatisation de la mission ou des fonctions de l'institution, parce qu'il y aura des pressions constantes, croissantes, c'est-à-dire de la part des corporations, mais aussi probablement des individus qui vont dire moi je paye pour être ici, j'en veux pour mon argent, et là, ils ont l'attitude de client. On voit, j'ai des étudiants, moi j'enseigne à l'UQAM parfois, et on entend des gens dire des choses comme ça. Moi je paye pour être ici, ensuite on a des cyber, ça donne une sorte de réflexe de client. Quatrième, la hausse des frais va nous permettre d'engager des bons professeurs et d'acheter de l'équipement. Bon, en à ce stade de la conférence, vous devinez que ce n'est pas ça qui va arriver. Dans les faits, regardons ce qui s'est passé à l'Université de Montréal. Entre 2000 et 2008, ce qui a augmenté le plus rapidement, de 10 à 15 %, c'est les gestionnaires, c'est-à-dire les cadres. Et les professeurs sont passés de 26 à 22. Comment ça se fait? Parce que le poste qui augmente le plus rapidement, ce n'est pas l'embauche de profs, c'est l'embauche de gestionnaires, la plupart des universités. Le salaire des recteurs a augmenté beaucoup, mais aussi la masse salariale, le personnel des directions, de gérance, et tous les cadres. Parce que l'université a occupé de nouvelles fonctions, recrutement international, commercialisation de la recherche, toutes sortes de nouvelles activités qui demandent du nouveau personnel, des nouvelles mesures d'évaluation, des évaluateurs, vous voyez, des choses, ça induit toutes sortes de dépenses, donc ça a créé selon les circonstances. C'est pas unique à l'Université de Montréal, dans toutes les universités du Québec, l'équivalent temps plein étudiant et le nombre de professeurs, le ratio s'est inversé. Avant, il y avait plus de profs que d'étudiants, puis maintenant, c'est l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça veut dire concrètement qu'il y a plus de chargés de cours. Vous en avez un dans vous, pas présentement, l'année dernière. Donc, chargé de cours, c'est quelqu'un qui a un contrat. Vous savez, il y a des baccalauréats où plus de 50% des cours vont être dispensés par des chargés de cours. Chargé de cours, c'est quelqu'un de précaire, souvent qu'on appelle la semaine d'avant, pour lui dire qu'on a 69 fribous devant toi lundi. Allez hop, vous savez, bon, un peu l'histoire. Alors, plus on monte les frais, ça ne va pas nécessairement dire, on l'a vu tantôt, de toute façon, que la moitié de l'argent va aller à l'enseignement, mais l'autre moitié, ça en va tout à fait autre chose. Donc, c'est pas vrai que hausser les frais, ça va automatiquement vouloir dire plus de professeurs et de meilleurs services aux étudiants. Numéro 5, Lynn Beauchamp l'utilise fréquemment, la ministre Beauchamp, avec son sourire, nous dit ne vous inquiétez pas, on va monter les frais de scolarité, mais l'aide financière va tout arranger, il n'y aura pas de problème. Le problème, en fait, c'est quand on regarde ce qui se passe, c'est que pour à peu près 25% des gens, c'est vrai, c'est-à-dire les boursiers, les gens qui reçoivent des bourses, le problème de presse des bourses, ceux-là et celles-là, vont être compensés et ne ressentiront pas les effets de la hausse des frais de scolarité. Pour 75% des personnes qui ont soit des prêts ou qui n'ont juste pas accès ou n'utilisent pas le régime de prêts et bourses, ça va vouloir dire que le prix va augmenter, ils vont devoir payer le plein prix. Vous savez que c'est
c'est 3 793 par année, c'est presque 4 000 piastres, donc on paye actuellement pas 2006. On est déjà dans un dégel des frais, hein, depuis 2007 à 2012. On est déjà dans une hausse, et là on annonce une autre hausse qui va nous porter donc à près de 4 000 $. Bon, les fédérations étudiantes vont ajouter à ça les frais afférents et tout ça, donc ça explose le 4 000 quoi. Et comme je vous dis tantôt, c'est rien, on prévoit des indexés des frais de scolarité au coût de la vie, donc on n'a pas fini de monter. Hein. La CRIPE vise à rejoindre la moyenne canadienne d'ici 2020, moyenne canadienne qui va de toute façon prendre monter d'ici là, donc c'est comme le niveau de la mer, hein, vous voyez tous les bateaux suivent, et l'Angleterre donne le ton avec son 15 000 par an. Bon. Alors, regardons en fait ce qui s'est passé en Angleterre, qui eux avaient un régime de prêts et bourses très très bon, salué par l'OCDE et tout ça. Quand ils ont monté les frais la dernière fois, ils ont connu immédiatement une baisse de fréquentation. On la voit ici. C'est la voir, c'est où. Et de toute façon, ils ont les mêmes simulations pour l'an prochain, quand ça va monter à 15 000 $. La London School of Economics a fait une étude qui prévoit des baisses de fréquentation de 7,5% chez les filles et 5,5% chez les garçons. Déjà, la semaine dernière, ils ont connu une baisse de 12% des demandes d'admission. Et les écoles de médecine qui avaient reçu seulement 5% des demandes qu'ils reçoivent généralement. Donc, de toute façon, au Québec, on a aussi les mêmes simulations. Le Comité consultatif sur l'accessibilité financière aux études, le CCAFE, a fait une étude pour le gouvernement, puis il prévoit des réductions de fréquentation de 7 000 $ si on monte les frais de scolarité. De 7 000 personnes, pardon, si on monte les frais de scolarité, comment on s'apprête à le faire. Donc, ça a des impacts net. Vous voyez un peu ici ce que ça induit. Malgré la présence d'un bon régime d'aide financière, la raison est simple, c'est que les gens souvent ne savent pas qu'ils peuvent utiliser ça ou sont réticents. Bon, la solution du CCAFE, c'est de faire la pub pour dire aux gens qu'il existe des prêts, un plan de communication. Un plan de communication, ça ne va pas empêcher les gens de classe, disons, travailleuses, des gens qui viennent de familles moins aisées. Quand ces gens sont confrontés à la perspective de s'endetter de 50 000 $, par exemple, spontanément, c'est quelque chose qui va les freiner. Parce que quand vous n'avez pas beaucoup d'argent, il y a un phénomène qui s'appelle le debt aversion, c'est-à-dire que vous avez peur de l'endettement. Et les gens se disent pas, 50 000 $, c'est rien, non, ils se disent, je suis pas sûr que vous pouvez faire ça. Donc, l'existence d'un régime d'aide financière, ça ne doit absolument pas dire qu'il n'y aura pas de conséquences sur la fréquentation. Regardons de toute façon ce qui s'est passé en Grande-Bretagne après la hausse des frais. L'endettement moyen passe de 9 000 livres à 15 000 livres sterling, une augmentation de 66 %. Et le nombre d'étudiants qui devraient travailler durant leurs études est passé en chiffre absolu d'augmenter de 200 000 personnes, de 54 % d'intégration. Donc les gens doivent travailler pendant leurs études, et on sait ce que ça veut dire, donc moins faire leur lecture, ce genre de choses. Moi je sais, les étudiants dans mon cours, avec des sessions, il y a une personne qui lit les textes. Si je vous connais, je le sais que vous ne les faites pas. Bon. Alors, le sixième argument que vous allez entendre de la part de M. Bachand, Raymond Bachand, ministre des Finances, c'est « Ouais, mais les étudiantes ne font pas leur juste part et il est temps que ces gens-là fassent enfin leur juste part. » Bon, c'est un beau concept, mais